Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est la seconde partie de notre série sur les principes de persuasion et d'influence. Selon le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini, il existe 6 principes psychologiques capables d'influencer les comportements humains. Car nous vivons tous les jours de multitudes de situations complexes dans lesquelles nous devons faire des choix sans disposer d'informations exhaustives. Pour cela, nous avons besoin des raccourcis qui facilitent la prise de décision en minimisant l'énergie mentale impliquée et en maximisant la probabilité de faire le bon choix. Les 6 principes psychologiques fondamentaux sont le fruit de millénaires d'évolution sociale. De parfaits raccourcis que nous utilisons de manière automatique, parfois avec des excellents résultats. Mais certaines situations représentent une exception à la règle. Et si nous n'enlevons pas les pilotes automatiques dans cette situation, nous risquons de prendre une mauvaise décision. Dans la vidéo précédente, vous avez découvert les 3 premiers principes qui sont la réciprocité, la preuve sociale et la cohérence. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir les 3 suivants. Le 4e principe est celui de la sympathie. Généralement, nous sommes plus enclins à accepter des requêtes provenant des personnes que nous connaissons et qui nous sont sympathiques. Les liens d'amitié existants entre 2 personnes sont de plus en plus utilisés à des fins commerciales, par exemple pour le marketing du réseau et les mécanismes de parrainage. Ces stratégies de vente efficaces grâce auxquelles l'entreprise bénéficie du lien social entre vendeurs et acheteurs ou entre clients et prospects. Nous allons mettre en avant ici 5 facteurs qui influencent notre sentiment de sympathie vis-à-vis d'une personne. Le premier est l'aspect physique. La beauté représente un avantage certain dans nos relations sociales. De manière automatique et inconsciente, nous attribuons aux individus de bel aspect des qualités telles que le talent, la bonté, l'honnêteté et l'intelligence. Le second facteur est la similarité. Nous aimons ce qui nous ressemble, que ce soit les opinions, la personnalité, le milieu social ou le mode de vie. Un bon exemple est la manière de s'habiller. Plusieurs études ont montré que nous sommes plus enclins à aider quelqu'un s'il est habillé comme nous. Le 3e facteur sont les compliments. L'idée que quelqu'un nous apprécie génère automatiquement un sentiment de sympathie. Même quand nous soupçonnons qu'une flatterie a le but de nous manipuler, nous aimons croire le bien qu'on dit de nous. Le 4e facteur, c'est le contact ou la coopération. Nous aimons ce qui nous est familier. Plus nous sommes exposés à quelqu'un, plus nous le voyons du bon œil. Surtout si ce contact a lieu dans un climat de coopération. Si par contre le contact a lieu dans un climat de constante compétition, on aura plutôt un effet d'antipathie. Le dernier facteur, c'est celui de l'association d'idées. Le fait de vivre une situation agréable ou désagréable et de fois complètement accidentelle, d'être en contact avec quelqu'un ou quelque chose, est suffisant pour générer à son égard un sentiment de sympathie ou d'antipathie. Comme il y a 1000 manières de susciter de la sympathie, il n'est pas possible d'identifier une seule méthode pour nous protéger quand ce principe est utilisé contre nous. La manière la plus simple est de faire attention aux situations où nous ressentons de la sympathie de manière inattendue vis-à-vis de celui qui essaie de nous persuader. La meilleure défense est de dissocier la personne vers laquelle nous éprouvons de la sympathie de la transaction en cours. Le 5e principe est le principe d'autorité. Ce principe apporte d'importants bénéfices à l'organisation sociale. Un système d'autorité hiérarchisé et respecté permet de mettre en place des structures efficaces de production des ressources, de commerce et d'ordre social qui seraient impossibles dans un système anarchique. Grâce à l'éducation de nos parents et de nos enseignants, nous avons appris que l'obéissance à l'autorité est généralement profitable et à cultiver à son égard un sentiment de déférence. Le risque est de tomber dans l'obéissance automatique, même quand cela n'est pas souhaité. Le médecin est un bon exemple. L'expertise et les connaissances du médecin sont rarement mises en discussion, même quand les diagnostics ou les cures sont incorrects. Pour des patients en mal de connaissances dans les domaines comme vous et moi, il est normal de faire confiance aux médecins. Plus surprenant est que des personnes avec une formation professionnelle et des décennies d'expérience dans le métier comme des infirmiers sont aussi soumis au principe d'autorité. Plusieurs expériences ont observé une obéissance mécanique aux décisions des médecins, même quand les diagnostics et les prescriptions étaient manifestement erronés. Il existe 3 symboles d'autorité auxquels nous réagissons de manière automatique. Le premier est le titre, soit de professeur, docteur ou autre. Non seulement le titre et la profession de notre interlocuteur influencent fortement nos interactions avec eux, mais influencent aussi notre perception de leur aspect physique. C'est pour cela que la taille des figures d'autorité est systématiquement surestimée. Le second symbole d'autorité est le vêtement. Une devise de police, une tunique cléricale, une chemise de docteur sont suffisants pour déclencher une persuasion automatique. Il suffit même d'être habillé d'un beau costard pour influencer davantage
davantage ses interlocuteurs. Le troisième symbole d'autorité sont les accessoires. Pour leur association symbolique à une position ou un statut social. De belles voitures, de beaux bijoux et des montres luxueuses ont le pouvoir d'influencer notre comportement vis-à-vis de leurs propriétaires. Dans la majorité des cas, il est important de suivre les indications de l'autorité. Ces directives sont en général excellentes. Pour nous protéger des aspects négatifs, il faut donc apprendre à distinguer entre le symbole et l'autorité elle-même. Plus utile encore, il faut distinguer les situations dans lesquelles une autorité est compétente et celles où elle ne l'est pas. Si par exemple, il est opportun de valoriser et suivre les conseils d'un avocat sur des sujets de droit, il n'est pas forcément conseillé de le faire sur des questions de santé. Notre sixième principe, et dont le dernier, est la rareté. Dans la prise de décision, l'idée de perte potentielle joue un rôle considérable. Par exemple, la crainte de perte des francs CFA est beaucoup plus forte que la perspective de gagner cette même somme. Le principe de rareté s'appuie sur deux phénomènes. Le premier est le fait direct d'un raccourci qui est normalement justifié. Une chose difficile à se procurer est plus intéressante qu'une chose que l'on peut avoir facilement. Le deuxième est de nature psychologique, tout aussi puissant quant à sa capacité d'influencer notre comportement. Ainsi, au fur et à mesure qu'un objet devient moins disponible, nous perdons une partie de notre liberté et cela nous fait particulièrement souffrir. Dans les domaines de la vente, ce principe est très bien exploité. Les publicités insistent souvent sur le fait qu'un article devient difficile à trouver. Par exemple, le dernier exemplaire disponible ou encore qu'une offre n'a qu'une durée de vie limitée, moins 50% jusqu'à dimanche. Il ne suffit pas de connaître l'influence de la rareté sur nos décisions pour nous défendre de manière efficace. Cette connaissance est purement intellectuelle, alors que notre réaction au principe de rareté est purement émotionnelle. Heureusement, nous disposons d'informations précieuses pour identifier les cas où nous sommes victimes de ces principes. Il s'agit de la raison qui nous pousse à désirer un objet rare. Là où il faut faire attention, c'est quand notre choix est dicté par le désir de posséder cet objet. Par contre, si notre intérêt porte sur l'utilité de l'objet en question, nous pouvons être rassurés sur les bien fondés de nos intentions. Voilà, vous connaissez les 6 principes fondamentaux qui influencent nos décisions et nos comportements et qui sont à la base des stratégies de persuasion et d'influence. Vous avez ainsi découvert comment empêcher les déclenchements automatiques de ces principes de manière à vous protéger dans des situations largement minoritaires où ils sont utilisés à notre désavantage. Dans nos prochaines vidéos, nous reviendrons plus en détail sur chaque principe pour vous montrer comment les utiliser de façon efficiente dans vos démarches clients pour mieux influencer vos prospects et clients et ainsi développer vos affaires. Bonne journée et à bientôt sur Bantu Marketing.